parler ce soir, nous sommes toujours le mardi 21 octobre, et toujours aux alentours de minuit, à Paris. Je voudrais parler de cette expression que je n'ai pas utilisée jusqu'à présent, mais qui pour longtemps est très proche de mes pensées. C'est l'expression sérendipité. D'ailleurs, alors serendipity, je trouve que c'est une bonne expression. Je la trouve un article justement dans la fameuse revue Orbs, Notre planète. Là, j'ai interviewé récemment son rédacteur en chef, Maxence Laillé, et qui veut être la nouvelle revue Planète de Powell et Bergier. Et je trouve que c'est intéressant qu'on nous parle de sérendipité, mais en même temps, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire qu'ils n'en comprennent pas tout à fait, ils n'en prennent pas tout à fait la mesure. C'est un mot qui a été inventé par Horace Walpole en 1754. Et c'est ce qu'on appelle c'est une observation inattendue, imprévue. Ce qui veut dire qu'on trouve des choses qu'on n'a pas cherchées. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherchait pas quelque chose, on cherchait quelque chose de nouveau, certes, mais on ne savait pas ce qu'on voulait chercher, on cherchait quelque chose de nouveau. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc il y a la sérendipité, et puis il y a la capacité à reconstituer le passé. Là, par exemple, dans cette revue Orbs, il y a tout un travail sur Abraham, sur les Juifs, l'origine des Hébreux, etc., qui est passionnant. Et puis, il y a tout simplement la démarche qui veut relier la tradition à la science, et qui pense que la science permet de reconstituer les traditions. Donc on a quand même trois démarches qui sont assez peu compatibles entre elles, je dirais. Et d'ailleurs, c'est ressorti de mon entretien avec M. Laillé. Si vous l'écoutez, il fait 1 heure sur YouTube. Il s'est tenu au salon Vivre Nature, Vivre Nature. Alors, comment fait-on pour faire la synthèse, comment fait-on pour coordonner la notion de sérendipité, qui se retrouve à mon avis chez Darwin, et également chez les compositeurs en musique, mais qui est des tas d'inventions comme ça, qui sont où on trouve des choses qu'on n'avait pas à chercher. Et puis, il y a la démarche historique, qui consiste à reconstituer des choses qui n'ont pas été forcément, qui ne sont pas forcément archivées, c'est-à-dire on n'a pas de traces de l'époque, mais on les a en nous-mêmes. Pas tout à fait pareil. Parce qu'à partir du présent, on peut reconstituer le passé. C'est aussi un des enjeux. Et puis, alors, il y a la démarche scientifique qui veut intégrer l'être humain dans l'histoire du cosmos. Alors, comme je disais, c'est pas évident de relier ces trois démarches. Surtout si on rajoute le lamarckisme, le néo-lamarckisme, et l'épigénèse, etc. Ça pose le problème des rapports entre synchronie et diachronie, parce qu'il y a aussi un autre aspect qu'il ne faudrait peut-être pas oublier dans ce débat entre les différentes approches épistémologiques, les différentes conceptions du savoir, différentes pistes de recherche, c'est la tendance des êtres humains à élaborer des modèles plus ou moins géométriques, plus ou moins symétriques, et à les projeter sur le monde. Et en les projetant, j'en ai parlé hier, en les projetant, ces modèles se modifient parce que ce qu'on va trouver dans la réalité n'est, dans le meilleur des cas, qu'approchant du modèle. Il ne coïncide pas exactement avec le modèle. J'en ai parlé hier
en disant par exemple que le 6 était devenu 7 parce qu'il y avait 7 jours dans la semaine, mais qu'en réalité, à la base, on voulait du 6. Bon, donc il y a des choses qui sont... Bon, et puis alors il y a aussi la question de la corruption des traductions, qui vient encore compliquer les choses. Alors voyez-vous, donc j'ai tracé un panorama de toutes les problématiques qui se posent, et d'ailleurs on pourrait faire un colloque qui mette en présence ces différentes approches, pour voir comment elles sont conciliables entre elles, ou comment elles se réduisent l'une à l'autre, si, éventuellement. Mais je voudrais, bon, une fois que j'ai fait ça, je voudrais réfléchir un petit peu avec vous sur en quoi tout ça est conciliable ou pas, ou du moins, quelle est la place de chacune de ces démarches par rapport aux autres, qui me paraît peut-être la meilleure façon de faire. Je commencerai par la serendipity, c'est-à-dire par le fait qu'on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. On cherchait à avancer, on cherchait à créer, mais on ne savait pas quoi. De la même façon, par exemple, que des parents procréent, ils ne savent pas ce qu'ils vont procréer. Donc, les gens qui croient qu'on ne trouve que ce qu'on cherche, c'est une plaisanterie. Ou qui croient que ce qu'on trouve est forcément latent ou préexiste, pas forcément. Dans l'absolu, oui, puisque dans la totalité des possibles, dans les cons possibles, comme on dit, bon, il y a effectivement celui-là. Mais c'est très théorique, ce discours, parce qu'en réalité, il est évident que, en gros, on va trouver des choses qu'on n'avait pas à chercher. Et qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas savoir à l'avance qu'on allait trouver. C'est ça la sérendipité. Maintenant, la démarche darwinienne de la mutation implique, en revanche, ce que j'appelle des guetteurs, des vigiles. C'est-à-dire que des gens, et déjà je donne l'exemple de Dieu, l'Éternel, dans la grille de la Genèse, qui fait une chose, puis il voit ce que ça donne, et il dit, tiens, c'est bien, dans un deuxième temps. La sérendipité, c'est on apprécie dans un deuxième temps que c'est pas mal. La différence entre la coutume et la loi, si on veut dire, pour prendre l'expression de Rupert Sheldrake, qui a parlé l'autre jour au 3e forum de l'évolution de la conscience. Et bon, donc a posteriori, je fais quelque chose, et puis j'engage quelque chose, et puis je guette le truc intéressant. Tiens, ça c'est intéressant. Tiens, ce ton est intéressant. Tiens, cette couleur, ce geste, cette forme est intéressant. Donc, quelque part, je la laisse apparaître, cette forme. Par exemple, ce son. Je le fais défiler devant moi, si on peut dire. Et puis, je regarde et je dis, tiens, ça m'intéresse. Ça, je le prends. C'est pas la même chose que quelqu'un qui sait à l'avance ce qu'il va faire. Il sait qu'il va chercher de la nouveauté, et il sait qu'il va guetter cette nouveauté, c'est tout. Tout à l'heure, je parlais de la langue anglaise, je disais qu'elle était pleine de serendipity, parce qu'elle était partie du français, et qu'elle avait créé, elle s'était transformée elle-même en faisant muter le français quelque part. Je ne reviendrai pas là-dessus. L'anglais, c'est du français mutant, si on peut dire. Et donc, on n'est pas surpris que Darwin ait été inspiré par, à mon avis, par le contexte linguistique et culturel dans lequel il vivait. Maintenant, moi, ce qui me rend très sceptique, bien que ce soit l'attitude la plus évidente que l'on puisse observer, c'est de croire, notamment chez ceux qui font de l'ésotérisme, et qui espèrent trouver une sorte de conciliation entre la tradition ésotérique et les découvertes scientifiques,
les plus récentes. Et ça, c'est aussi un point de Hopps, qui existe depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui va faire un congrès très prochainement à Orléans. Renseignez-vous sur le site de la revue www.orbs.fr. Eh bien, moi qui suis dans l'astrologie notamment, je suis bien placé pour savoir à quelle chimère et à quel mirage ce genre de démarche peut aboutir. Alors j'ai exprimé à M. Naillet, et là à l'époque, quand je faisais ça, j'étais plutôt dans l'institution d'intervieweur, je lui disais, oui, ben, les hommes ont choisi, par rapport à leurs besoins, ils ont choisi telle planète et pas telle autre. Comme on choisit un plat et pas tel autre au restaurant, ou on prend tel remède, tel médicament dans une pharmacie et pas tel autre. Et lui, il me disait, si j'ai bien compris, vous pouvez écouter la vidéo, il me disait, oui, mais même ce qu'on n'a pas pris agit quand même, à notre insu. Alors, il emploie cette expression à notre insu. Et moi, je réponds non. Les planètes ne sont pas comme les étoiles agissent par elles-mêmes, si on peut dire, si on veut. Mais les planètes, on les fait agir ou pas. D'abord, elles ne sont pas connues des animaux, elles sont connues que des humains. C'est une grande découverte de découvrir que les planètes et les étoiles ne sont pas une seule et même catégorie. Parce que les planètes bougent beaucoup plus que les étoiles. On le savait déjà pour le Soleil et la Lune, mais on ne le savait pas pour les planètes. Et d'ailleurs, je crois que c'est une erreur de mettre le Soleil, la Lune et les planètes sur le même plan pour faire le 7, pour arriver à ce fameux 7 dont on parlait tout à l'heure, et pour que ça corresponde aux 7 jours de la semaine. Bon, passons. Et oui, non, je dis que par exemple, si Uranus a été né en 1781, il n'était pas connu, donc même s'il agissait, il n'a pas agi dans la structure conscientielle et sociale de l'humanité antique. Et de même, une planète comme Mars ou Jupiter, si elle n'a pas été choisie non plus, ce que je pense, elle n'a pas agi autant que Saturne, par exemple. Donc là, il faut accepter ce que j'appelle l'humanisme, c'est-à-dire l'homme, ça revient un peu à la sérendipité, mais pas de la même façon, mais enfin, l'homme, il choisit certaines choses et pas d'autres. Il instrumentalise le monde, le cosmos, et il le réduit quelque part, il le transforme à sa guise, en lui imposant des significations qui ne sont pas inhérentes et intrinsèques aux objets concernés. Alors ça, il y a des gens qui ne supportent pas cette idée-là. Si on attribue telle signification à tel objet, c'est que cet objet a cette signification, etc. etc. Or, aujourd'hui, on sait que l'observateur agit énormément sur l'observé, sur l'objet observé, donc c'est pas un problème. Alors Laillet, il dit, oui, mais maintenant, l'observateur est marqué par l'objet observé. Oui, bon, probablement qu'il l'est marqué, mais de croire pour autant que parce que je vais désigner telle planète pourra être active sur le plan cyclique, en tant que signal récurrent, bien précis, ça ne signifie pas que Saturne va devenir réellement, va m'apporter autre chose de lui-même. Non. Il est visuel, je le vois, bien sûr, mais il ne va pas m'influencer plus que ça. Et les influences qui sont purement dues à une réalité scientifique sont très très secondaires par rapport à ce qu'on a fait l'humanité. Donc je pense que l'astrologie est quand même un excellent garde-fou contre certaines dérives et contre certains délires. Et elle est aussi intéressante parce qu'effectivement, il y a l'astrologie qui nous est parvenue et qui est très très corrompue, et il faut retrouver l'astrologie originelle, et ça c'est très compliqué parce que cette astrologie elle est corrompue justement par des alliances entre l'astrologie traditionnelle et la science astronomique, à différentes époques, y compris à l'époque de Ptolémée d'ailleurs, qui vont perturber sa signification et sa structure initiale. Et puis je terminerai sur un autre point.
qui est en rapport avec mon travail sur les linguistiques, mais aussi sur la recherche des origines. Ce qui est à l'origine, c'est-à-dire quand un système est originel, il est cohérent, il est systématique, il est symétrique, il est surtout généralement duel. Donc, la recherche de la systémique, c'est aussi la recherche des origines. Quelque chose qui n'est pas systémique, qui a perdu sa systémique, c'est quelque chose qui a été déjà corrompu. Voilà tout un ensemble de réflexions que je livre à votre sagacité et à votre perspicacité. Et là, je crois qu'on a embrassé un ensemble très très complexe. Et il faut arriver à en faire la synthèse.